Avec Gabriel Alpern pour parler des ponts entre les mondes. Un mot quand même sur l'intelligence artificielle, parce que est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous passionne? Êtes-vous prêt à entrer dans un nouveau monde? Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement dans le pays pour développer l'intelligence artificielle. Je vous propose peut-être d'écouter Emmanuel Macron et sa fameuse vidéo de faux montage réalisée par l'intelligence artificielle. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Bon, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler, notamment vous avez peut-être entendu hier cette journaliste indienne qui disait ce n'est pas drôle à Emmanuel Macron, et ça a beaucoup frappé les uns et les autres. Madame Alpern, ça vous a frappé également? Oui, disons bon, c'est un exercice de communication. Je pense que le président de la République a voulu montrer que finalement, enfin en tout cas dans une courte vidéo, les aspects négatifs, d'une part, de l'intelligence artificielle, parce qu'on peut manipuler des vidéos et des images, et puis aller tout de suite sur l'aspect positif, de manière à pouvoir effectivement faire l'éloge du sommet qui est en cours. Mais donc, de ce fait, on est un peu enfermé dans quelque chose de très dichotomique, le bien, le mal, voilà. Et donc, peut-être que pour pouvoir aller peut-être un peu différemment dans le débat, c'est peut-être plus intéressant justement d'avoir une autre approche par rapport à l'intelligence artificielle, se dire finalement, voilà, pourquoi l'être humain a eu l'idée d'inventer ça, qu'est-ce que ça dit de nous, de notre société, etc., etc. Je vous propose d'écouter Sophie Primas, qui est la porte-parole du gouvernement. Elle était hier sur LCI, elle a commenté effectivement cette vidéo du président de la République. Elle m'inspire que c'est dans le tempérament du président de la République de vouloir toujours être disruptif. Oui. Donc c'est le président de la République dans son expression la plus large. Oui. Voilà. Ça doit pas cacher en fait cet événement, caché, pas gâché, caché. Bien entendu. Cet événement qui est le sommet de l'intelligence artificielle, qui est quand même pour nous un élément de fierté, un élément de volontarisme et là aussi de détermination à pousser cette question de l'intelligence artificielle en Europe. Créer des ponts entre les mondes, Gabriel Alpern aux éditions Fayard, et qui commente avec nous l'apport de l'intelligence artificielle. Et vous écrivez au début de votre livre « Il faut que tu apprennes à avaler la médiocrité du monde ». Cette phrase m'a atteinte comme un éclair qui perce une étoile, comme un livre de bibliothèque mal rangé qui tombe sur une tête, comme une claque que l'on mérite et qui nous surprend pourtant par sa violence. Ma grand-mère avait tout compris, tout saisi, tout ressenti, tout expérimenté. Alors, souvent j'entends ce mot-là de médiocrité, mais je me dis parfois on est peut-être toujours le médiocre des uns des autres. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui disent « Oh, j'ai écouté cette émission sur Europe 1, quelle médiocrité d'âme ils avaient », parce que justement, déjà juger l'autre et le juger médiocre, on peut considérer que c'est une forme de médiocrité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors cette phrase, Gabriel, il faut que tu apprennes à avaler la médiocrité du monde, c'est ma grand-mère qui l'a prononcée, ma grand-mère qui a bientôt 104 ans. Un morceau de patrimoine. Tout à fait, exactement. C'est un vrai morceau de patrimoine. Et en fait, à travers cette phrase, c'était plutôt une manière de dire chacun d'entre nous porte une forme de médiocrité. C'est pas qu'il faut l'accepter, mais il faut en tout cas le concéder. Voilà. Mais elle m'a toujours dit, mais si tu t'essayes de combattre cette médiocrité, finalement tu seras toujours malheureuse parce que c'est un combat qui est vain. Et pour le coup là, je lui ai désobéi. Et au contraire, moi, c'est tout mon travail en tant que philosophe, c'est d'essayer de lutter. Alors d'abord contre ma propre médiocrité. Et puis essayer, encore une fois, d'aller trouver dans le monde des raisons d'espérer, des raisons peut-être de remettre un peu en question l'être humain pour qu'il se bouge un peu, pour qu'il puisse peut-être essayer de s'améliorer un peu. Oui, mais alors faudrait la définir, la médiocrité, parce que, en tout cas, moi, telle que je la perçois, la médiocrité, c'est pas de courir moins vite ou de ne pas arriver forcément à tout comprendre immédiatement, de parfois être en difficulté, de lire 3 fois pour mieux comprendre. Pour moi, c'est pas ça, la médiocrité. Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sentiment, qui arrive sur les passions tristes, quelque chose qui n'est pas forcément très gentil et même pourquoi pas très méchant, des sentiments, effectivement, des joies mauvaises. Voilà ce que je qualifierais souvent de médiocrité. Oui, et une forme de paresse aussi.
Où finalement, on attend des autres qu'ils... la paresse, je pourrais l'excuser. En tout cas, pourquoi ? Parce qu'elle fait pas de mal à... Si tu es paresseux, tu fais du mal qu'à toi-même, a priori. Alors, à moins que l'on demande aux autres de faire le job à notre place. Hein. Voilà, si t'es en groupe, effectivement, et que t'es un peu paresseux, ou si t'es dans une équipe de foot et qu'il y en a un qui bosse moins que les autres, ça va se voir. Mais vous voyez, elle n'est pas motivée par des sentiments que je trouve, pour le coup, davantage contestables. Oui, c'est vrai. Après, c'est intéressant parce que là, comme on est sur le terrain des valeurs, alors des sentiments, des valeurs, pour le coup, le lien est tout trouvé avec la question de l'intelligence artificielle, parce que finalement, on dit toujours que toutes ces nouvelles technologies vont augmenter l'être humain, voilà. Et en fait, moi, ça c'est, en tout cas, c'est l'approche que j'ai et dans l'analyse, en tout cas dans ce que je vois de l'intelligence artificielle. C'est que finalement, aujourd'hui, si ChatGPT ou l'intelligence artificielle a plus d'empathie qu'un médecin quand il vous annonce la mauvaise nouvelle d'une maladie, ou plus de patience qu'un professeur, ou plus de capacité d'écoute que vos parents, plus de tolérance que vos voisins, plus de discernement qu'un directeur des ressources humaines, ou plus de créativité qu'un juriste, finalement, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas un cruel miroir, finalement jetant une lumière crue, voilà, justement sur notre médiocrité, sur nos insuffisances, sur nos lâchetés, où finalement on attend encore une fois de la machine qu'elle vienne incarner des valeurs à notre place. C'est comme si en fait on s'était un peu déshumanisé, on a un peu renoncé à notre humanité et on attend de la machine qu'elle fasse le job pour nous, si j'ose dire. Moi j'ai l'impression en tout cas qu'on se pose tous des questions, on n'a pas forcément les réponses et cette question vous la posez vous-même. Est-ce la fin du modèle de l'entreprise ou de l'administration tel qu'on le connaît, dites-vous? Il me semble en tout cas un tournant. Soit il se remet profondément en question, soit il va mourir. Pour moi, la tendance au freelance choisi est le système et le symptôme d'un doute à l'égard de la capacité de l'entreprise à réunir les bonnes conditions de travail et à lui donner du sens. Ça, c'est intéressant. Oui, il y a une véritable crise dans le monde du travail que l'on voit, une crise du management, une crise du rapport au travail. Il y a effectivement beaucoup de mal-être pas partout, au travail. D'ailleurs. Moi, souvent, je cite les univers dans lesquels nous vivons, nous, et je suis frappé combien de l'engagement des jeunes journalistes est important. Oui, et alors c'est intéressant parce que vous avez dit jeune, et c'est vrai que je trouve qu'il y a un regard très négatif aujourd'hui sur la jeunesse, où on accuse la jeunesse de tous les maux. D'ailleurs, soit dit en passant, le regard très négatif qu'on entend sur la jeunesse fait écho à un regard très négatif qu'on entend d'ailleurs aussi sur la vieillesse, et on reproche d'ailleurs aux uns et aux autres exactement l'inverse, où les jeunes passent d'un truc à un autre, on peut pas leur faire confiance, et alors les seniors, eux, dans le monde du travail, alors ils sont enfermés dans leur zone de confort, embourbés, ils veulent pas changer, enfin voilà. Donc finalement, une société qui a du mal à faire confiance à sa jeunesse et à sa vieillesse, c'est-à-dire à son passé et à son avenir, c'est une société pour le coup qui peut pas aller bien loin. Donc là, il y a effectivement un vrai travail que l'on doit collectivement mener. Mais alors, votre avis à vous, est-ce qu'on est un tournant, par exemple ? Par rapport à la question du monde du travail, oui. Et encore une fois, pour faire le lien avec l'intelligence artificielle, j'aimerais rapporter un échange, d'ailleurs que je raconte dans mon livre Créer des ponts entre les mondes, que j'ai eu avec une ouvrière en situation de handicap mental, qui me dit moi je suis très lente, voilà, oui je suis très lente, j'ai un handicap, mais j'aime beaucoup mon travail et on m'a jamais appris à bâcler mon travail, et donc à la fin de la journée on n'a pas besoin de repasser derrière moi parce que mon travail est bien fait. Et elle me dit, j'ai envie d'avoir un droit à la lenteur. Droit à la lenteur, on se dit oui d'accord, mais dans le monde normal, impératif économique, productivité, c'est pas possible ce droit à la lenteur. Et puis en fait, en y réfléchissant, on se dit mais pourquoi est-ce que dans certains cas on refuse d'accorder du temps à ce qu'il mérite, genre tout simplement bien faire son travail, et pourquoi est-ce que dans d'autres cas on est prêt à perdre un temps fou en réunionites aiguës qui servent à rien, en visioconférence où tout le monde est là et tout le monde fait autre chose, en procédure administrative absurde. Et finalement, cette question du droit à la lenteur, en fait c'est à quoi est-ce que je décide d'accorder du temps ou pas, qu'est-ce qui mérite que j'accorde du temps ou pas. Et c'est là où c'est le lien parfait avec l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, de fait, va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps ? Voilà. Ça, c'est la question du temps. C'est une vraie question aujourd'hui. Je crois que nous avons quelqu'un qui voulait intervenir, qui s'appelle Marilyn, et peut-être qui voulait rebondir. Bonjour Marilyn, parce que la vidéo du président Macron vous a beaucoup choqué. Alors, oui, choquée et encore plus désolée. Parce que il y a une phrase quand même que j'ai retenue quand il a dit pour vous remonter le moral. Ah non, moi ça me l'a mis au ras des pâquerettes le moral, c'est pas possible. C'est surtout que j'ai l'impression qu'il a, pour moi, comment vous dire, ça n'a pas fait la promotion de l'IA. Je trouve que ça fait l'effet inverse. Mais ça fait la promotion d'Emmanuel Macron.
Ah bah ça par contre oui à 100%. Ça il sait faire. Non mais c'est marrant parce que les gens remarquent tous la même chose et c'est assez drôle d'ailleurs. Parce que je sais pas s'il se rend compte lui-même ou si ses conseillers, je pense que ses conseillers n'osent plus lui dire. Parce que quand le président de la République dans une réunion dit tiens, si on faisait ça, il y a un peu de dérision sur moi, etc. J'imagine que l'idée peut-être vient de lui. Ou pire, les gens lui proposent parfois une idée dont ils savent qu'elle sera achetée parce qu'ils ont compris la psychologie d'Emmanuel Macron. Ce qui est encore plus pervers. Et ce qui peut exister, par exemple, auprès de conseillers. Et c'est parfois même pour ça qu'il reste le plus longtemps en place. Je pense. Mais c'est quand votre intervenante tout à l'heure a dit qu'il voulait faire les deux faces de l'IA, les mots et les photos. Mais le poids des mots, le choc des photos, en fin de compte, si vous prenez un jeune, quand il va regarder ça, il va pas s'occuper des mots. Il va regarder que les photos, je pense, pour moi. Ça va le faire rire, c'est sûr. Oui, je pense que c'est... Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que le président de la République se met en situation de dévalorer. Il se dévalorise, c'est ça que je trouve... La fonction présidentielle. Voilà, la fonction présidentielle, dit Gabriel Alpern, et je trouve que c'est pas une bonne chose de ça. De la même manière qu'il faut jamais parler de soi en mal, parce que ça nous fait du mal, souvent. Même si de temps en temps on est enclin, je pense qu'il faut jamais se dévaloriser. Voilà. Jamais. Et quand vous entendez autour de vous des gens qui se dévalorisent, ça vous fait souvent de la peine. Des gens qui veulent dire je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, etc. Faut pas se dévaloriser. Voilà. On peut penser. Alors ça veut pas dire non plus de penser qu'on est un dieu. Et loin de là. Mais puisqu'on parle de Dieu, on va parler des petits chanteurs à la croix de bois. Quelle transition, c'est ça. C'est ça qui est absolument magnifique. Quel talent. Quel esprit. Quel esprit.